Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Il est 21h45 à Paris, 1 heure de moins à Alger où les résultats de la présidentielle ont été annoncés aujourd'hui. Pas de surprise, le sortant, Abdelaziz Bouteflika, est confortablement réélu avec 81,5% des voix. Son principal rival Ali Benflis refuse de reconnaître sa défaite. 48 civils tués dans une attaque au Soudan du Sud. Ils étaient pourtant sous la protection des casques bleus de l'ONU. On reviendra sur les circonstances du drame dans ce journal. Et puis 3 jours après l'embuscade tendue au directeur du parc des Virunga, un nouveau documentaire montre en images les menaces qui pèsent sur cette région dans l'est de la République démocratique du Congo. Les élections présidentielles en Algérie passent et se ressemblent. Le score d'Abdelaziz Bouteflika est sans appel. Officiellement, le président sortant attire sur son nom plus de 81% des voix. Malgré son état de santé qui l'a empêché de faire campagne, il passera donc 50 plus à la tête du pays. Ali Benflis, le candidat malheureux, parle de fraude massive. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Alger, Karim Akiki. Karim, quelles sont les réactions dans la capitale ce soir ? Écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, c'est au son des klaxons et des feux d'artifice que les partisans d'Abdelaziz Bouteflika fêtent leur victoire. Ils sont les seuls qui se sont déplacés, qui sont sortis dans les rues. Ils ont attendu vraiment l'annonce officielle pour exprimer leur joie. Donc je peux vous dire que dans les rues d'Alger, il y a des feux d'artifice, des you-you. Les partisans d'Abdelaziz Bouteflika sont heureux et puis ceux qui étaient pour Benflis, eux, sont plutôt tristes, résignés. Je vous rappelle que leur candidat, déçu, malheureux, a d'ores et déjà condamné ces élections, les qualifiant d'élections réalisées avec une fraude. Et ensuite, il n'a pas reconnu du tout les résultats. Il a fait une conférence de presse cet après-midi pour répéter encore une fois qu'il n'acceptait pas les résultats et qu'il ne reconnaissait pas les résultats de ce vote. La question qui va se poser pour la suite et pour lui, parce qu'il a annoncé une phrase assez énigmatique en disant « Pour moi, le combat commence maintenant ». Et maintenant que la réélection d'Abdelaziz Bouteflika est actée, sait-on ce qu'il compte faire à la tête du pays pendant ce 4e mandat ? Le programme économique a été mis en valeur. Son directeur de campagne, Abdelmalek Sellal, et ancien Premier ministre, a fait une conférence de presse pour annoncer la priorité de l'action d'Abdelaziz Bouteflika. 2 choses. La première, l'emploi des jeunes. Il a annoncé aux jeunes qu'ils allaient être financés, notamment à travers des prêts. Il y a un système de prêts ici pour les jeunes qui veulent créer des entreprises. Il a annoncé que les prix de première nécessité, les produits de première nécessité allaient être soutenus, que l'Algérie était un pays riche et que les Algériens n'avaient pas à se faire car le programme économique d'Abdelaziz Bouteflika était de créer une Algérie nouvelle, d'ouvrir l'Algérie à l'économie. Puis une deuxième chose qu'il a annoncé, Abdelmalek Sellal, c'est l'ouverture de la société algérienne. Alors là, il fallait lire entre les lignes. Est-ce qu'il parlait de démocratisation de la société algérienne ou il parlait de la société civile? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les deux priorités du président Abdelaziz Bouteflika, sur l'économie et puis l'ouverture sociale. Karim Akiki en direct d'Alger, merci beaucoup. On a suivi toutes ces élections avec vous et avec vos reportages. Merci de nous l'avoir fait vivre au cours de ces derniers jours. Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, dont 15 à la tête du pays. Son parcours retrace en creux plusieurs décennies de l'histoire algérienne. Retour sur sa carrière avec Christophe Dansette. Il aura fallu attendre le moment du vote pour voir apparaître Abdelaziz Bouteflika au milieu d'une foule. Tout au long de la campagne, le président sortant, victime il y a quelques mois d'un AVC, aura été le candidat invisible. Se contentant de rares interventions à la télévision, des mots à peine audibles. Il y a des appels à la violence, des comportements pas très orthodoxes, pas très démocratiques. Difficile de reconnaître celui qui est devenu à 25 ans le plus jeune ministre des Affaires étrangères au monde. Nous sommes en 1963, un an seulement après l'indépendance de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika fait ses entrées en politique. Mais à la fin des années 70, il est contraint à l'exil à cause de tensions au sein du FLN. Bouteflika ne revient en Algérie que dans les années 90, après la guerre civile que l'on appelle aujourd'hui la décennie noire. Avec le début de la guerre civile, avec le début des problèmes en 92 en Algérie, qu'on recommence, que le pouvoir commence à se demander si finalement on ne va pas faire appel à lui pour essayer de donner de nouveau une dimension internationale, une stature internationale à l'Algérie. Et il refuse. Il refuse parce qu'il demande les pleins pouvoirs. Quelques années plus tard, en 1999, il finit par être élu président. Il jouit d'une très grande popularité, son nom est associé au retour à la paix. Et lui
en profite pour verrouiller le système. Il a les mairies, les sous-préfectures, les préfets qui ont été nommés par ses soins. Donc il contrôle tous les rouages du fonctionnement d'un pays. Mais cette année, beaucoup dénoncent ce système. À l'image du mouvement Barakat, ça suffit. Ils boycottent le scrutin, affirmant que tout est déjà joué d'avance. Ce n'est pas une élection, c'est une mascarade. Les adversaires dans les urnes de Bouteflika, eux, dénoncent la fraude. Certains ont déjà annoncé qu'ils rejetteraient le résultat. Également dans l'actualité de ce vendredi, un soldat tunisien a été tué par l'explosion d'une mine près de la frontière algérienne. Il était à bord d'un véhicule militaire dans la région du Mont Chambi, région déclarée zone militaire fermée cette semaine. L'armée y a déjà affronté des groupes armés à plusieurs reprises. Et puis l'Assemblée constituante en Tunisie a commencé ce matin le vote de la future loi électorale. Les députés se prononcent article par article, un vote qui doit normalement se terminer avant la fin du mois. La loi devrait permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles cette année, achevant ainsi la transition politique en Tunisie, entamée après la chute du président Ben Ali. On passe à présent au Soudan du Sud, un pays qui vient de traverser, selon l'ONU, la semaine la plus sombre de sa jeune histoire. Hier, 48 civils ont été tués près de Bor, dans l'est du pays. Ils faisaient partie d'un groupe de milliers de déplacés vivant dans un camp protégé par l'ONU, non loin de la ville. Tous des Nuer, l'ethnie du chef rebelle Riek Machar. John Contreras, porte-parole de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, nous a raconté le fil des événements. Ces gens se sont rapprochés du camp. Ils étaient vraiment en colère. Alors, nos casques bleus ont tiré en l'air. Le groupe a ignoré ces tirs de sommation. Ils ont réussi à entrer dans le camp. Certains ont tiré sur les quelques 5000 civils que nous hébergeons. Les casques bleus ont répliqué. Et alors, le groupe s'est enfui. En Côte d'Ivoire, la grogne des militaires rentrés d'exil. Des milliers de combattants sont revenus dans leur pays à l'appel du président Alassane Ouattara, un volet capital dans le processus de réconciliation. Mais dans les faits, la réintégration n'est pas si simple. À Abidjan, la correspondance d'Anna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger. C'était une promesse d'Alassane Ouattara pour accélérer le processus de réconciliation, pour aussi éviter toute tentative de déstabilisation. Le président ivoirien avait appelé les militaires exilés après la crise à rentrer au pays. En échange, la Côte d'Ivoire leur promettait sécurité et réintégration. Alors, depuis le début de l'année, ce sont environ 3800 hommes qui ont ainsi répondu à l'appel. 3800, dont seulement 27 ont été réintégrés. Pourquoi si peu? Je vous propose d'écouter le ministre ivoirien chargé de la Défense. Les autres, qui sont des ex-miliciens, donc des ex-combattants, ont connu le maniement des armes pendant la crise post-électorale. Ils ont eu à participer à des combats, ils ont été formés, entraînés, et ils ont donc connu la crise post-électorale. Mais étant donné que ce sont des civils, des miliciens, nous ne pouvons pas les réintégrer. Mais ces anciens miliciens grincent désormais des dents. Ils se sont fait entendre ces dernières semaines. Certains s'estiment démunis, d'autres laissés pour compte. Ils sont en tout cas sous surveillance car il y a encore beaucoup d'armes en circulation en Côte d'Ivoire. Ces hommes pourraient donc un jour représenter une menace. Le directeur du parc des Virunga a été transféré à Nairobi ce vendredi. Emmanuel de Mérode était en soins intensifs en République démocratique du Congo après l'attaque dont il a été victime en début de semaine. Qui pouvait en vouloir au patron d'un parc national, parc classé qui plus est au patrimoine mondial de l'UNESCO? Eh bien, les menaces étaient nombreuses. Elles font l'objet d'un documentaire diffusé jeudi pour la première fois au Festival de films de Tribeca à New York. Nicolas Germain. Braconniers, bûcherons illégaux, compagnies pétrolières à vide et rebelles armés, le documentaire Virunga montre les nombreuses menaces qui pèsent sur le parc national congolais. Tous ces groupes auraient pu être derrière l'attaque cette semaine contre le directeur du parc, Emmanuel de Mérode. Il a été blessé par balle mardi près de Goma. C'est l'un des protagonistes du film. Les villageois sont en train de fuir. Nous on reste ici. Oui. Je voulais juste savoir, pour la nourriture, pour les gorilles, on a combien de jours devant nous? 2 jours comme ça. Les M23 sont à Roubaré. Ok. S'ils ferment Moiro, ok. Oui. Nous on va devoir se débrouiller ici.
Le réalisateur de Virunga a pu parler à Emmanuel de Mérode. Il va bien. On lui a parlé hier au téléphone et il racontait déjà des blagues. Mais il a eu chaud et il n'est toujours pas sur pied. Mais on lui souhaite un bon rétablissement. Le documentaire s'intéresse à la société britannique Soko International qui cherche du pétrole dans le parc. Juste avant l'attaque, Emmanuel de Mérode venait de déposer un dossier sur Soko International auprès du procureur de Goma. L'entreprise a, elle, très vite condamné cette attaque. Depuis 1996, plus de 140 gardes du parc ont été tués par des braconniers ou des groupes armés. Ils protègent environ un quart des 800 derniers gorilles de montagne qui restent sur Terre. C'est ça ma vie. Ils ont l'amour. Le film montre aussi comment les civils doivent fuir lorsque les groupes rebelles s'approchent de leur village. Ce documentaire veut sensibiliser l'opinion publique sur les dangers qui frappent ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Des dangers bien réels qui, cette semaine, ont failli coûter la vie au directeur du parc des Virunga. Pourtant, notre souhait est que ce parc reste immortel. Voilà, le journal de l'Afrique, c'est fini pour l'instant, mais restez sur France 24. Paris Direct continue dans quelques instants avec Pauline Godard. À tout à l'heure.